Bonjour et bienvenue. À la fin de cette édition, des révélations exclusives sur des maltraitances et des financements illégaux au sein de l'association de la Belle Étoile de l'abbé Garin, étouffée par des personnalités locales, départementales et nationales. Au programme, le rassemblement des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui à Thorens-Glières, des cyclistes et des associations locales. Tout de suite, en Maurienne, un collectif de riverains s'oppose à la réouverture de carrières. Il nous explique pourquoi. Des tirs de mine qui résonnent dans nos maisons. La poussière permanente qui s'infiltre partout. La circulation intense et dangereuse des camions qui met en péril la sécurité de nos enfants, des piétons et des cyclistes. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui d'infections respiratoires, d'asthme, de maux de tête chroniques, de fatigue inexpliquée. Nous, on voit l'école depuis notre jardin. Les 2 tirs de mine, moi j'ai pu assister, ont lieu à 12h30. On entend depuis chez nous les enfants dans la cour en train de jouer et le nuage de fumée qui s'élève juste en face de l'école. La commune a déposé des recours contre les arrêtés préfectoraux. Donc on attend les réponses du tribunal administratif. C'est une crise sanitaire silencieuse qui s'installe dans notre commune. On a envoyé plus d'une 50aine d'emails à toutes les mairies de toute la Maurienne, jusqu'à même en dehors. On n'a que 2 maires présents le jour de la manifestation et aucune réponse. Alors, la canal Calypso, elle est sur 2 communes. La commune de Montrichet sur la partie haute et la commune de Saint-Martin-la-Porte sur la partie basse. Il y a eu un arrêté en 1996 avec la fin de la carrière en 2011 et il y a eu un 2e arrêté en 2022 pour rouvrir cette carrière et un 3e arrêté en 2025 pour stocker des matériaux soi-disant inertes, soit des matériaux K3+ qui venaient du bâtiment ou des travaux publics, et des matériaux classés TN+, qui venaient du chantier du Lyon-Turin. Ces matériaux contiennent de l'arsenic, du chrome, du cadmium, de l'antimoine, du molybdène. Ils auront le droit de dépasser les normes légales de dépôt de ces matériaux, avec des coefficients énormes. Donc c'est présenté comme un bénéfice pour la commune et pour l'environnement, alors que c'est une décharge publique, quoi. Parce que si dans une quinzaine d'années, il y a énormément de cancers dans la vallée, on cherchera les coupables. Rendons-nous maintenant à Saint-Jean-de-Maurienne, où les adhérents de l'association Consommer Autrement en Maurienne nous ont reçus dans leur local autogéré pour nous présenter leur projet. L'association s'est créée, au départ, c'était vraiment autour de la question alimentaire. On avait fait un appel à réfléchir à comment on pouvait consommer durable, écologique, équitable au niveau de la vallée de Maurienne. Et ça avait réuni une centaine de personnes à la salle Croix-Blanche à Saint-Julien-Mont-Denis. Et on avait fondé l'association à ce moment-là. Beaucoup de membres de cette association avaient vraiment des envies de gouvernance différente, d'avoir pas une structure hiérarchique, président, trésorier, secrétaire et avec les adhérents, mais plutôt quelque chose de collégial. Et il y a un moment fort qui était une formation sur la démocratie participative avec Tristan Réchy. Au-delà de consommer autrement, c'est vraiment pour moi un mouvement de citoyens. Il y a eu différentes actions qui ont été menées. On avait des débats publics. Donc ce dont parle Michel, c'était un petit groupe qui s'était monté, qui s'appelait Maurienne Citoyenne, où en fait il y avait beaucoup d'adhérents de Consommer Autrement Maurienne qui étaient là, mais il y avait aussi d'autres gens, et qui animaient des assemblées citoyennes sur le forum à Saint-Jean-de-Maurienne pendant 2 ans, je crois que ça s'est fait. Puis il y a d'autres petits groupes dans cette association. Il y a un groupe qui a monté une coopérative alimentaire pendant plusieurs années. Il y a un groupe qui fait de la chorale militante. Il y a, derrière nous, on voit des livres. Il y a un groupe qui partage ses livres. Alors c'est dans les thématiques de l'association, le respect de l'environnement, la critique de la société, le colonialisme, il y a le féminisme, les sciences politiques, l'économie. Donc il y a ça, il y a un collectif qui s'appelle le collectif TER 53 qui est hébergé par notre association aussi.
il y a une grénothèque. L'important à retenir pour cette association, c'est que tous les adhérents sont à égalité. Pour moi, c'est important de faire percevoir et de faire partager des valeurs de solidarité. Les initiatives de Consommer autrement Maurienne, il y a cette idée d'essayer de créer une université populaire de Maurienne. Grégory Doucet, le maire de Lyon, s'est exprimé contre le Lyon-Turin au cours d'un débat organisé par les CCLT. Le vice-président au transport de la métropole de Lyon était présent. Membre collectif contre le Lyon-Turin qui rassemble des citoyens engagés contre le projet de construction d'une seconde ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin, alors qu'une ligne existe déjà. Pour le Lyon-Turin, puisqu'on est des opposants pour le Lyon-Turin, c'est déjà la question de quelles marchandises on transporte. Est-ce qu'on est obligé de transporter des marchandises qui arrivent du fond du Portugal et qui remontent à l'autre bout de l'Europe et on pense qu'il est essentiel de poser cette question-là avant dans tout un peu les analyses. On nous dit le Lyon-Turin va sortir des milliers de camions des vallées alpines. C'est du CO2 en moins, c'est de la pollution en moins. Qui comme ça, qui pourrait s'y opposer? Le fret ferroviaire français aujourd'hui, dans quel état il est? Est-ce qu'on fait beaucoup circuler des marchandises sur des trains aujourd'hui? Non, en fait, depuis des décennies, on voit le fret qui s'effondre. À l'issue du débat public, il a abandonné tout ça, et la conclusion du débat public, c'était de dire qu'il faut transférer 6 000 poids lourds jour de l'agglomération lyonnaise, de la route vers le rail et le fleuve. 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? Exactement le contraire. Il y a 30 000 poids lourds par jour sur la 46, dont la moitié traverse. Donc il pourrait très bien être mis sur le fleuve ou sur le fer. Nos camarades italiens qui sont depuis plus longtemps, on va dire, dans une lutte sévère et rude avec les autorités italiennes contre ce projet, dont ils ont dénoncé déjà il y a quelques dizaines d'années les collusions avec d'ailleurs les puissances mafieuses, puisque des entreprises qui étaient sur la liste noire des compagnies avec lesquelles l'État italien n'avait pas le droit de travailler, ont trouvé des dispositifs pour les rendre éligibles à la commande publique italienne. C'est dire en quelque sorte les magouilles qu'il y a aussi de l'autre côté de la montagne. Évidemment, c'est qu'on est capable de faire partir des trains d'Ambérieux. Il y a plein de voies ferrées, vous verrez, pour aller sur Chambéry. Et évidemment, c'est tout à fait possible. Il y a un peu de travail à faire de modernisation de l'existant vers Aix-les-Bains, enfin la Combe de Savoie, tout ça. Et après, on enquille sur la Maurienne. Et tout ça, je le redis, on n'arrête pas de le répéter. C'est évidemment faisable. Et parce que les collègues que j'essaye de réunir dans mon syndicat, évidemment, ils travaillent et ils sont au courant. Donc oui, c'est possible. C'est pas d'avoir des projets inutiles qui ne font que gaver entre guillemets les entreprises du BTP. À Torrance-Glières, le rendez-vous annuel des résistances est organisé par les citoyens et citoyennes résistants d'hier et d'aujourd'hui, et nous y étions. Le Journalp était présent à Torrance-Glières, ce haut lieu de la résistance, invité par les citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui organisent ce rassemblement tous les ans depuis 2007. Chaque année, c'est l'occasion de débattre et confronter les idées, mais aussi de faire vivre le droit imprescriptible de la Déclaration des droits de l'homme, la résistance à l'oppression. Gilles Perret, je suis réalisateur, mais mon rôle ici, je suis un des derniers cofondateurs de l'association. Stéphane Hessel publie un opuscule en 2010 dont le titre est « Indignez-vous ». Cette formulation aujourd'hui, « Indignez-vous », est-ce qu'elle est suffisante? Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Je suis pas sûr qu'elle était suffisante à l'époque, mais il faut se remettre dans le climat de l'époque. On sait bien qu'indignez-vous, ça suffit pas, c'est qu'il faut agir, il faut réagir. Elle l'est, mais elle n'est pas suffisante. D'ailleurs, je crois qu'il a fait une suite. Il suffit pas de s'indigner. Après, il faut agir. Mais il faut bien commencer par s'indigner déjà. Il y a des gens qui n'en sont même pas là, donc c'est bien de s'indigner déjà. Et puis après, il faut passer à l'action. Chacun trouve son action. Enfin, je veux dire, moi, je suis à CRHA. Je fais ça parce que je m'y sens à ma place. Et puis, il y a des gens qui font d'autres actions. Il y a toutes les actions des jeunes militants écologistes à fond, d'autres qui vont militer dans des assos. Je pense que c'est bien que chacun trouve son action et qu'il n'y en a pas une, je dirais, supérieure aux autres. C'est nécessaire. Est-ce que c'est suffisant? Il suffit pas de s'indigner. Je pense que s'indigner, c'est le point de départ. Ensuite, une fois qu'on est indigné, il faut agir pour essayer de changer les choses. Là, c'est important qu'il y ait des médias alternatifs comme Journal pour faire en sorte qu'on puisse faire entendre une autre voix. C'est bien le travail qui est fait là, il faut les aider, il faut les soutenir. Comment résonne ce mot résistance pour une Kurde qui a dû s'expatrier? On vit avec la résistance et vous savez, on a nous un slogan kurde très répandu, Barkhodan Ziana, ça veut dire la résistance c'est la vie.
L'AJAS œuvre contre la maltraitance animale. Sa présidente nous parle de leur dernière action contre les combats de vaches en Haute-Savoie. Donc moi, c'est Pauline Di Nicolantonio, je suis présidente de l'association Justice Animaux Savoie. L'AJAS, elle a été créée en 2014 à Chambéry et notre objectif, c'est d'œuvrer pour la condition animale partout en Savoie et un peu plus généralement, des fois on s'expatrie un peu Haute-Savoie, Isère, etc. Donc par exemple, on a une campagne pour demander l'interdiction de la chasse à la marmotte. On est aussi très investi sur le dossier des loups. On mène une campagne pour demander l'interdiction des combats de vaches d'airain. Ce sont des batailles dites de reines, puisque la dominante dans un troupeau de vaches d'airain est appelée une reine. Et c'est quelque chose donc qui n'est pas du tout une tradition, puisque ça fait à peu près 30 ans que c'est en France, ça vient de Suisse. Et pour nous, en tant qu'association de protection animale, faire combattre des animaux pour le divertissement des humains, c'est inacceptable. La plupart des vaches sont gestantes, elles attendent un veau, parce que ce sont des vaches qui sont des vaches laitières. Donc tout ça, en fait, ça renforce aussi la violence de ces combats, le stress aussi qui est lié au transport, qui est lié au fait de se battre au milieu de la foule, du bruit, dans un lieu qui n'est pas connu, contre des animaux qui ne sont pas connus. On a fait un colloque à l'Assemblée nationale récemment, où le député savoyard Jean-François Coulombe a annoncé qu'il allait déposer une proposition de loi pour interdire cette pratique. Donc nous, on est très contents, on espère que ça va être signé par plusieurs partis politiques pour que ça lui donne un petit peu plus de poids. L'un de nos autres combats assez récemment aussi, c'est par rapport aux salons du chiot qui sont illégaux en réalité, parce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de vendre des chiens et des chats s'il n'y a pas eu un délai de réflexion de 7 jours. C'est pour éviter les achats coup de cœur et les abandons. Sauf qu'en fait, sur ces salons, les vendeurs, ils vendent le plus rapidement possible, ils antidatent les certificats d'engagement. Et on nous dit, non mais tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de vente. Alors qu'en fait, ces salons reposent sur le principe même de vendre des animaux. Là, par exemple, à Annecy, il y a eu un cirque avec des animaux, dont des animaux sauvages, sur un terrain municipal. Alors, on essaye de convaincre aussi les municipalités de mieux faire, c'est-à-dire, ok, c'est gentil de donner une petite subvention à la SPA et tout, et c'est important, il faut le faire. Il faut aussi un peu de courage politique et dire non, il y a certaines choses qui ne sont pas acceptables, je ne le veux pas chez moi. Un convoi de cyclistes est parti de Lyon le 24 mai dernier pour rejoindre Modane et Villarodin-Bourget en rencontrant les habitants tout au long de leur parcours. Le collectif cycliste Les Déraillantes a décidé de relier Lyon à Modane en Maurienne pour sensibiliser les habitants aux nuisances d'une seconde ligne Lyon-Turin. Parti de Lyon en fanfare le 24 mai 2025, chaque étape a été le prétexte de rencontres pour partager des informations et recueillir les préoccupations. Les soirées ont été ponctuées de discussions amicales et informelles, de musique et autres réunions publiques. Les élus et les représentants de l'État informent trop rarement la population sur ce projet qui reste méconnu par nombre de personnes impactées. Sur leur passage, les cyclistes ont reçu accueil et soutien par une partie grandissante de la population. Soutien illustré par des banderoles sur leur trajet. L'arrivée à Villarodin-Bourget, près de Modane, marque la fin d'un long périple qui s'est déroulé dans la bonne humeur malgré les contrôles et les fouilles opérées par la gendarmerie sans raison apparente. La nouvelle préfète de Savoie a inauguré sa mission en autorisant hélicoptères et drones à surveiller nuit et jour le convoi et les propriétés privées accueillant les cyclistes pour la nuit. Cet arrêté, manifestement illégal, a été attaqué par des associations, des citoyens et le député de Chambéry devant le tribunal administratif de Grenoble. Le jugement ordonnant à la préfète de cesser tout enregistrement et de détruire toutes les images portant atteinte à la liberté de circuler et à la vie privée a été rendu dès le lendemain. Ce jugement a enthousiasmé les participants au rassemblement lors de l'arrivée de ce convoi nommé les Déraillantes. La laïcité est au centre de l'actualité quotidienne et plusieurs voix considèrent qu'elle est le prétexte à des mesures discriminatoires. Daniel, tu nous proposes une nouvelle fois de revenir aux règles fondamentales de la République. Entre les ministres Retailleau, Darmanin ou Valls, la béatification à Chambéry, les télés, les radios, les procès en antisémitisme, personne n'échappe à la discussion sur la laïcité. La loi de 1905, tout le monde s'en gargarise, mais je serais curieux de savoir qui connaît ne serait-ce que 2 articles de cette loi. Au nom de la laïcité, c'est maintenant les vêtements qui couvrent les cheveux qui sont interdits dans le sport en visant spécifiquement une seule croyance. En République,
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Deuxièmement, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Troisièmement, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. On ne peut donc pas inquiéter les gens pour leurs croyances si cela ne nuit pas à autrui. J'aimerais qu'un seul républicain ou prétendu tel nous dise ce qui nuit à autrui si une sportive décide de couvrir ses cheveux. D'autant qu'il existe une autre règle, européenne celle-ci. Chacun a la liberté de manifester sa religion, individuellement ou collectivement, en public ou en privé. C'est d'ailleurs ce qui permet à des religieux d'organiser dans les rues de Chambéry une procession pour béatifier l'un des leurs. Je n'ai pas entendu Bruno Retailleau s'en offusquer alors que le maire et la préfète étaient présents. Pour lutter contre l'intégrisme religieux ou la loi du plus fort, la République a su protéger les citoyens en déclarant que l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Pour les croyances, si celle de l'un est la loi, cette règle dit que celle de l'autre l'est aussi. Cela fonctionne si tout le monde croit la même chose, mais sinon, c'est la loi du plus fort qui s'imposerait. Et ce n'est plus la République. Ainsi, chacun peut croire et pratiquer son culte, mais sans pouvoir l'imposer. Pour les signes religieux, le problème n'est donc pas que des femmes souhaitent ne pas montrer leurs cheveux ou leurs chevilles, mais que des religieux le leur imposent. Le rôle de l'État est de leur garantir cette liberté de choix, mais pas de la restreindre. La laïcité, c'est donc le droit de croire et de pratiquer, mais l'État reste neutre, ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Une autre règle à retenir pour les intégristes de toutes les religions qui croient que la religion est un attribut génétique qui se transmet par la naissance. La règle en Europe, c'est la liberté de croire et aussi celle de changer de religion ou de conviction. Donc, de ne plus ou de ne pas avoir de croyances religieuses. Sachant utiliser les règles de la République pour les faire respecter, y compris par celles et ceux qui ont été élus comme représentants. Et maintenant, les brèves d'actualité. Le samedi 10 mai, à Chambéry-le-Haut, s'est tenue la première assemblée citoyenne organisée par l'association Chambéry Avenir. Un moment d'échange sur les thèmes de la citoyenneté. Comment chacun et chacune peut s'engager. Les intervenants ont essayé de répondre aux interventions d'un public nombreux et présent dans les prises de parole. Partant du constat du manque d'implication, notamment beaucoup dans les quartiers, et du constat qu'on pouvait faire les choses différemment, que nous pouvions aussi impacter sur la vie politique et être une voix comme tout à chacun. Il y a un fossé entre le citoyen lambda et nos politiques. Concrètement, Chambéry Avenir, on est vraiment là pour Chambéry, pour redynamiser un peu nos quartiers, la ville, et apporter un peu de soutien de civisme dans nos quartiers. Souvent, on nous parle de vivre ensemble. Moi, je suis né dans un quartier. Autour de moi, il y avait de tout type d'ethnie. Le vivre ensemble, en fait, pour moi, c'est une notion. C'est pas une utopie. C'est quelque chose que j'ai vécu. Quand j'entends mes politiques parler de vivre ensemble, je ne sais pas réellement s'ils savent de quoi il s'agit. On est à l'endroit où le projet de la deuxième ligne Lyon-Turin devrait sortir du tunnel de Chartreuse. Avec le CCLT de Chaparayan, on a installé des lettres ici, un peu façon Hollywood, avec le message « Non au Lyon-Turin ». Et ces lettres, elles ont été saccagées là, au début du mois d'avril. Et du coup, c'est chantier de rénovation du message qui est en cours là. Ils veulent faire sortir ça là, en dessous, au pied des vignes, là, vers la route, pour après aller traverser cette grande plaine là qu'on voit, filer dans la grande plaine agricole là-bas. Il y a quelque chose de pas très logique dans ce projet, d'autant plus qu'il y a des jeunes lignes qui existent, qui est aujourd'hui sous-utilisée. La Galerie de la Gouette accueillait Lionel Salin, écrivain, et Didier Venturini, auteur-compositeur, pour une soirée de textes et de chansons. Vous pouvez accueillir ce spectacle chez vous en contactant le Journalp. Il fut le premier, elle vint un peu plus tard, c'est lui photographié à l'arrivée en gare.
un astre généreux, inépuisable, qui distribuait ses rayons à tous ceux qui l'approchaient et dont chacun s'emparait comme d'un cadeau précieux. Le week-end du 16 au 18 mai, le centre-ville de Chambéry a été le théâtre de célébrations religieuses autour de la béatification de Camille Costa de Beauregard. Les croyants ont investi les rues de Chambéry lors du transfert des reliques. Des autorités publiques, comme le maire de Chambéry et la préfète de Savoie, sont venus rencontrer les représentants de l'Église lors de ces cérémonies. À cette occasion, se pose une fois encore la question de la laïcité et de son application comme règle fondamentale de la République. Face à la menace de construction de nouveaux réacteurs nucléaires EPR au Bugey dans l'Ain, le collectif Stop EPR Bugey a organisé le 24 mai dernier des rencontres pour préserver les terres et la santé du risque nucléaire. Dans un esprit festif, les participants ont construit un château de paille avec la centrale du Bugey au loin. 12 volontaires de différentes nationalités ont embarqué sur le bateau Madeleine. Parmi eux se trouvent Greta Thunberg et Rima Hassan. Le bateau est parti de Sicile le 1er juin dernier pour arriver le 8 juin à Gaza. La Freedom Flotilla Coalition veut obtenir la levée du blocus israélien et l'ouverture d'une voie maritime pour l'aide humanitaire. Cette traversée est risquée pour les personnes qui demandent au gouvernement d'intervenir pour les protéger par des pressions sur les dirigeants israéliens. Une précédente expédition avait été attaquée par drone le 2 mai. Les organisateurs nous appellent à les soutenir massivement en intervenant auprès du gouvernement français. Poursuivons avec la librairie Le Moulin à Mots à Cognin qui nous partage son coup de cœur. Je suis gérante de la librairie Le Moulin à Mots avec Claire qui est mon associée. C'est une librairie généraliste et indépendante. Alors en termes d'activité, on propose du livre neuf en grande majorité. Après, on propose également du livre d'occasion. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur et on a consacré un espace entièrement dédié au livre d'occasion à la vente. Et on a aussi un petit coin café, voilà, boissons chaudes, boissons froides. Et enfin, une petite proposition de jeux et de cartes. Voilà. Pour ce qui est du livre neuf, on a tous les univers. Donc, on est la première librairie de Cognin, donc on avait envie de pouvoir proposer un maximum de choix. Donc, tout ce qui est littérature traduite, francophone, polar, l'imaginaire, les récits d'aventure, de vie. On a aussi de la BD, du manga pour les petits, les grands. Un bel univers jeunesse aussi, de la vie pratique et des sciences humaines aussi. Le Ladies Football Club, c'est un petit livre de Stefano Massini qui est sorti aux éditions du Globe. Et ça raconte l'histoire de femmes qui travaillent dans une usine de fabrication de bombes en Angleterre en 1917. Elles sont en train de déjeuner et en fait elles remarquent un petit truc rond qui traîne dans la cour et il y en a une qui vient taper dans le truc rond et puis d'autres personnes, d'autres filles qui se rajoutent et ça crée une équipe de football à une époque où il n'y a pas d'hommes mais aussi où les femmes n'ont pas trop la chance de pouvoir jouer au football et donc elles vont créer une équipe. Donc c'est à la fois drôle et en même temps c'est tout écrit en vers libre donc ça se lit très vite. C'est un livre un peu coup de poing et on rit mais aussi on apprend beaucoup sur la condition ouvrière, sur la condition de la femme et voilà, ça raconte une petite histoire du football féminin. Voilà. Et c'est un auteur Stefano Massini que j'aime beaucoup parce qu'il a aussi écrit Manhattan Project, Les Frères Lehman et c'est toujours en vers libre et c'est à la fois très bien écrit et extrêmement percutant. Donc c'est la particularité de ces livres. L'entretien du journal est consacré à des révélations exclusives qui mettent en lumière ce qui semble être une protection systémique d'établissements dirigés par des religieux. Il est question de violence, de maltraitance et de responsabilité de l'État. Dans le premier numéro du journal, Guillaume Sens, du cinéma Jean Renoir, nous a fait découvrir le film Les Oubliés de la Belle Étoile, ce qui a donné lieu par la suite à un entretien avec deux des victimes des sévices. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils nous ont dit qu'ils allaient se retrouver le 19 avril à Tamier. Et donc, nous y sommes allés. Et nous avons rencontré un ancien éducateur, lanceur d'alerte. Et je te propose qu'on écoute
ce qu'il nous a dit ce jour-là. Je suis rentré en début 70 ou fin 69, je ne me rappelle pas. Et disons que là, je suis tombé sur des enfants qui ont été massacrés. Maintenant, on dirait une torture, mais ils ont été vraiment malheureux. Ah ouais. Moi, j'ai tout de suite vu. Parce que le problème, je pense que dans la nuit, ils ont dû faire ils étaient un petit peu polissons. Alors, ils ont dû les faire descendre dans la neige, dans la glace, en petits slips, les bras en croix. Et après, au bout d'un bon moment, pour les calmer, douche froide. Et vous savez, quand il fait -20, douche froide en plus derrière, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors, si des voix ont tenté de minimiser la parole des victimes, là, l'éducateur vient complètement corroborer la version des victimes. Alors, non seulement l'éducateur, mais en fait, au cours de cette rencontre, il nous a été dit qu'en fait, il y avait beaucoup d'éléments qui existaient dans des rapports, et que d'ailleurs, on pouvait consulter ces rapports aux archives nationales. Et donc, j'y suis allé. Et j'ai effectivement pu consulter ces rapports. Et alors, sur la partie des violences, on y trouve des choses extrêmement claires et précises, notamment ce rapport qui a été fait pour le ministère de la Justice. Et donc, dans ce rapport, on va trouver tout un tas d'informations qui confirment les sévices dont ont été victimes les enfants. Par exemple, c'est Monsieur Lalose, président du tribunal de grande instance de Chambéry, ancien juge des enfants de Grenoble, m'a déclaré que certains des mineurs qu'il avait confiés à la Belle Étoile en tant que magistrat spécialisé pour les enfants avaient eu les pieds gelés lors de leur séjour dans cet établissement. Monsieur l'abbé Garin, je lis, m'a confirmé que les renseignements qui m'avaient été donnés selon lesquels Monsieur Bressaz, en septembre dernier, a crevé l'œil d'un jeune Gissa Raoul était exact. Et le même Monsieur Bressaz a déclaré qu'il s'énervait parfois un peu trop et qu'il se demandait ce que serait la discipline s'il n'était pas là. Il y a même les témoignages manuscrits des enfants. La personne explique qu'elle a vu tout le monde et elle est tellement persuadée que ça ne va pas que sa conclusion, c'est que les mesures indispensables à intervenir peuvent se résumer comme suit. Le licenciement immédiat de Madame Chastel, de Monsieur Bressaz, la cessation de toute activité de la part de l'abbé Garin dans le nouvel établissement. On a, dans un rapport qui est destiné au ministère de la Justice, la confirmation non seulement de ce qu'ont dit les victimes directes de ces sévices, mais également l'éducateur. Bien, donc là, plus personne ne peut tenter de minimiser la voix des victimes. On a la confirmation par l'éducateur, par le rapport du ministère de la Justice. Et ensuite? Eh bien, on va écouter notre éducateur. J'ai fait venir 2 inspecteurs des présidents des institutions privées de la région Rhône-Alpes. On a discuté pendant 2 heures. Et ils m'ont dit oui, on va faire fermer le centre. Mais c'était horrible. Je pensais qu'il y avait des gens qui avaient payé, je pensais qu'il y avait des gens qui avaient été en prison parce qu'ils méritaient la prison. Et là, j'ai appris que non, tout s'est bien passé pour eux, quoi. Ouais. Mais là, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de suite, c'était normal. Mais c'est vrai qu'il était très influent dans la région. Ouais. Puis bien sûr, les gens le défendaient parce que vous prenez un représentant qui lui vendait peut-être 200 paires de chaussures, qui ne se servaient pas d'ailleurs. Ça marchait. Il achetait, il avait les moyens, il était très riche. Ouais. Et puis les gens le défendaient. C'est difficile de ne pas faire le lien avec Notre-Dame de Bétharram. Alors c'est vrai qu'on peut faire le lien avec Notre-Dame de Bétharram. Et si on a été informé de tout ça, c'est parce qu'on a simplement posé la question aux personnes qui étaient là à Tamier. Vous nous avez parlé de la responsabilité de l'Église. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une responsabilité de l'État? On m'a dit, vous trouverez dans ces rapports également des noms de personnalités politiques. Dans le rapport, on fait référence à une assemblée générale qui s'est tenue en février 1970. Il n'y a pas eu d'assemblée générale entre 1961 et 1969. Tous les ans, il doit y avoir une assemblée générale, on doit approuver les comptes, etc. L'assemblée va être présidée
par le sénateur-maire d'Albertville, qui était déjà administrateur. Et donc, il va remercier l'abbé Garin, qui, par son dévouement habituel, a continué d'apporter aux activités de l'association un développement plus important. L'association a laissé tout le souci de la bonne marche de ses activités à monsieur l'abbé Garin, donc des remerciements étonnants. On va donner les excuses des absents. L'une des personnes absentes qui soutient, et qui est déjà administrateur, est le ministre Joseph Fontanet. Il est ministre du Travail à cette époque, mais il est également président du Conseil général. Il y a aussi une autre affaire, c'est que l'abbé Garin disposait d'une société civile immobilière dont il détient l'extrême majorité des parts sociales. Il semble que des transferts d'imputation ont été réalisés à l'intérieur des budgets annuels et que des thésaurisations abusives aient été effectuées sur certains chapitres. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils écrivent ça? C'est parce qu'on s'aperçoit que l'association a réussi à prêter à l'abbé Garin et à sa société civile immobilière 1 456 000 francs. C'est quelque chose d'interdit. Une association n'a pas le droit de prêter, en plus à son dirigeant, de l'argent pour une affaire immobilière. 1 456 000 francs, il faut se rendre compte que c'était des sommes énormes. Que va faire cette Assemblée générale? Elle va régulariser tous les comptes. Et il va dire, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, on va racheter la société civile immobilière pour 2 825 000 francs. Ce qui est une somme encore plus énorme, ce qui veut dire quand même que l'abbé Garin ressort de cette affaire avec 1 400 000 francs environ. Et on va procéder au renouvellement des postes d'administrateurs. Premier administrateur renouvelé, le sénateur-maire conseiller général d'Albertville. Deuxième, le ministre Joseph Fontanet, président du Conseil général. Et troisième personnalité qui est renouvelée, c'est monsieur l'abbé Garin. On va arriver à une conclusion dans ce rapport. Il faut étudier les dossiers de tous les mineurs actuellement confiés à la Belle Étoile afin de décongestionner cet établissement. Bon. Recrutement dans les délais plus rapides d'un directeur qualifié et d'un personnel compétent pour le nouvel établissement. Établissement d'un budget prévisionnel. On peut raisonnablement penser que l'association occuperait dans un bref délai une place importante dans l'équipement régional en faveur de l'enfance inadaptée. Rien pour les enfants. Des enfants sont maltraités, sont mal nourris, et on fait du bénéfice sur la nourriture qui aurait dû être donnée aux enfants, sur l'entretien vestimentaire, etc., etc. Tout le monde sait que les enfants ont été victimes de sévices. Rien n'est prévu dans les conclusions et dans les mesures à prendre pour aller voir ces enfants traumatisés. Et le résultat, on le connaît. C'est des enfants qui ont fait 10 ans, 35 ans de prison derrière, parce que, effectivement, ils ont sombré dans la délinquance. Je pense que ce dossier mérite vraiment que des journalistes d'investigation s'y intéressent. En fait, vous avez été un lanceur d'alerte en 70. On dirait ça maintenant, mais pour moi c'était normal, c'était normal. Et je regrette pas. Et j'aurais préféré ne pas connaître ça parce que c'est faut y passer. Puis alors maintenant on met en doute, dire est-ce que ces enfants ils disent pas des mensonges. Merci pour ce que vous avez fait en 1970 en faisant fermer ce centre. Ouais. Moi ça me paraît normal. Oui. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je prends quelques instants pour vous rappeler que vous abonner à notre chaîne et surtout partager notre contenu nous donne de la visibilité et aide à mieux diffuser nos informations. Vous pouvez aussi rejoindre notre équipe pour produire de l'information citoyenne, locale, indépendante et de qualité. Pour cela, laissez-nous un commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire à rédaction@lejournalpe.fr. En attendant, on se retrouve le 29 juin pour la prochaine édition.